Bonsoir à tous. COP22 au Maroc, la conférence des chefs d'État s'est ouverte hier mardi. Ban Ki-moon a lancé un appel à renforcer la lutte contre le réchauffement climatique aux chefs d'État réunis à Marrakech, mais aussi au futur président américain Donald Trump. Rencontre des syndicats de fonctionnaires et du ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative. Après 72 heures de grève, les deux parties vont examiner les revendications et trouver des solutions. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anacarde, devant l'Inde, premier transformateur. Avec une production de plus de 700 000 tonnes en 2015, il y a cependant des défis à relever devant cette croissance exponentielle de la production nationale. Le président russe a signé un décret sur l'intention de la Russie de ne pas devenir membre du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale CPI. Le pays reproche notamment son manque d'indépendance à la Cour. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce 16 novembre. Merci d'être sur RTI 1. COP22 à Marrakech, face à la menace du réchauffement climatique, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques compte à ce jour 197 membres, tous réunis au Maroc. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé à la tribune de la COP22. Il a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire à appliquer les accords de Paris. Abiba Dambélé Saoué, envoyé spécial à Marrakech. C'est à Marrakech au Maroc que s'est ouverte ce mardi 15 novembre 2016 la conférence de haut niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur les acquis de la COP21, qui s'est soldée par un premier accord universel sur le climat, adopté le 12 décembre 2015 à Paris et signé le 22 avril 2016 à New York, au siège des Nations Unies, par 177 États parties. Cet accord vise à limiter la hausse de la température de la planète en deçà de 2 degrés Celsius. L'hôte de l'événement, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, a exhorté ses pairs à plus de solidarité. L'organisation de cette conférence au Maroc pour la deuxième fois, après la session de 2001, traduit notre attachement au cadre multilatéral pour aborder les défis internationaux. Le fait que Marrakech accueille aujourd'hui cette conférence est une preuve de tout l'intérêt que nous attachons aux questions de l'environnement et du climat parmi les priorités du Royaume. L'humanité tout entière place de grands espoirs sur les décisions qui seront prises au cours de cette conférence. De fait, elle attend plus que la simple annonce d'engagement et de principe pour enrayer le réchauffement climatique et en atténuer les effets. Suivi en cela par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en fin de mandat. Il a invité les pays avancés à honorer leurs engagements pour permettre l'atténuation et la lutte contre le réchauffement climatique. Le président français François Hollande, quant à lui, a insisté sur le fait que l'accord de Paris est un accord irréversible en droit et dans les faits. Nous sommes ici rassemblés à Marrakech, un an après. L'accord était historique et ce que nous devons dire ici, c'est que cet accord est irréversible. Il est irréversible en droit. Il est entré en vigueur le 4 novembre. Plus de 100 États, représentant les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, l'ont ratifié. L'accord est aussi irréversible dans les faits, parce que les gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les citoyens du monde prennent des initiatives, lancent des projets, inventent des solutions concrètes permettant de conjuguer la lutte contre le réchauffement climatique et le développement. On ne trahit pas une promesse d'espoir. On la réalise, on la porte. Ici, à Marrakech, nous sommes les gardiens de la lettre et de l'esprit de l'accord de Paris. Et nous le ferons vivre parce que ce qui nous unit, c'est ce que nous avons en commun et qui est tout simplement notre planète. La Côte d'Ivoire, qui prend une part active à la COP22 avec la présence effective du président Alassane Ouattara, a ratifié l'accord de Paris le 25 octobre dernier.
Le président de la République a réaffirmé la volonté de son pays à participer au combat mondial contre le changement climatique. Le moment est venu donc de rendre l'accord de Paris irréversible. Nous pensons qu'il faut maintenant travailler à ce qu'il devienne opérationnel dans tous ses aspects. La conférence de Marrakech doit donc être la conférence de l'action, de la vérité, comme disait Sa Majesté, et de la solidarité. Elle doit, dans cette perspective, permettre de doter notre communauté des outils indispensables au suivi de nos engagements nationaux. Elle doit aussi permettre de poursuivre la mobilisation des ressources attendues par les pays en développement dans le cadre de leur adaptation aux effets du réchauffement climatique. Toutefois, comme l'indiquent les dernières déclarations du secrétaire général des Nations Unies, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire 1 degré centigrade d'ici à 2100, ne sera pas atteint avec le niveau actuel de nos engagements. Nous devons donc collectivement aller plus loin dans nos efforts afin d'éviter à notre planète des phénomènes climatiques de plus en plus dévastateurs. C'est dans ce cadre que mon pays soutient l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire tiendra ses engagements annoncés à Paris, notamment dans le domaine de la transition énergétique, par une agriculture intelligente face au climat, ainsi que par la préservation et la protection de l'environnement. Après la cérémonie d'ouverture de la conférence de Marrakech, le président Alassane Ouattara s'est rendu au stand de la Côte d'Ivoire, où l'attendaient des membres du gouvernement, des élus locaux, de nombreux experts et des jeunes Ivoiriens venus spécialement à la COP22 pour voir leur président. Le président ivoirien, en marge de ses travaux de la COP22, a échangé avec le vice-président du Ghana, Kwesi Amissa Arthur, et aussi avec le président du conseil d'administration de Engie, une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire. Cette maison veut s'implanter en Côte d'Ivoire. Le Fonds vert pour le climat, un mécanisme financier de l'ONU, il vise un transfert de fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables, en faveur de projets pour combattre les effets de changement climatique. Les ministres de l'Environnement de l'espace CEDEAO veulent parler d'une seule voix dans la recherche de financement auprès de ce fonds. Mamadou Kouassi. L'Afrique de l'Ouest, en union de force pour freiner l'évolution des menaces climatiques et surtout pour bénéficier de financement auprès du Fonds vert des Nations Unies. À l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire, les ministères en charge de l'environnement de l'espace CEDEAO se sont retrouvés pour parler d'une seule voix dans la dynamique de mise en œuvre des actions. Nous avons sollicité les instances de la CEDEAO pour voir dans quelle mesure nous pourrions avoir une organisation ouest-africaine de l'environnement et du développement durable qui serait un outil mis à la disposition des États pour justement adresser ces problèmes de l'environnement et ces problèmes de développement durable. Au cours de cette assise sous-régionale, le responsable du Fonds vert pour l'Afrique a présenté les procédures et les dispositions à prendre afin de bénéficier de l'appui de son institution. Être ambitieux dans leurs objectifs. Ambitieux, ça veut dire avoir des programmes structurants, mais aussi qui puissent avoir un impact profond sur les comportements, profond aussi sur les institutions. Déjà, 3 pays de l'espace CEDEAO, à savoir le Sénégal, la Gambie et le Mali, ont pu bénéficier de l'appui financier pour la réalisation de projets dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le projet qui a été financé, c'est le programme de la récupération des terres dégradées de la Casamance et des Niayes. Et donc nous pensons que pour accroître les capacités de résilience de nos communautés, il fallait un peu travailler sur la récupération des terres dégradées, et parce que l'agriculture est un axe important du plan Sénégal émergent. C'est un projet qui est de 7,6 millions de dollars. Après cette rencontre, d'autres sessions seront organisées en vue d'élaborer un plan commun sous-régional dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Lors de ce rendez-vous de Marrakech, le sommet des élus et des conseils régionaux a été l'occasion de présenter des projets innovants pour lutter contre le réchauffement climatique, des projets verts, et c'est le cas pour les villes d'Odiéné et de Tiassalé en Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi.
En atelier comme en plénière, les collectivités ont présenté leurs différentes expériences dans la mise en œuvre de projets de réduction des gaz à effet de serre. C'est le cas de la ville d'Odiéné, en Côte d'Ivoire, avec Nassine Batouré. On a entre 1000 et 1500 selon les périodes de taxis dans la commune qui circulent. Et chaque taxi dégage aux environs de 110 grammes de CO2 au kilomètre. Nous avons opté pour ce projet de riz. Ce que ça va générer comme revenu pourra peut-être permettre à la collectivité de penser à une ville nouvelle. Nous avons déjà prévu même la création d'un guichet, donc, qui va se charger de l'élaboration des projets, donc, des projets innovants, donc, qui ont un rapport avec les fonds verts, donc, qui nous permettent de capter effectivement les fonds qui sont à la disposition donc, des collectivités. En plus des collectivités, les structures en charge du financement des projets ont présenté à leur tour ce qui est considéré comme une réussite dans ce domaine. Pour le Sahélien, la sécheresse est la pire des catastrophes. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces questions qui ont poussé les hautes autorités de l'Union à créer ce qu'on appelle le Haut Comité pour la sécurité alimentaire. C'est-à-dire ce comité a un rôle de réfléchir sur toutes les initiatives qui peuvent rendre notre agriculture performante pour que cette agriculture-là puisse avoir une valeur ajoutée et garantir en même temps le mieux-être de nos populations. Des initiatives bien appréciées par les participants, car se soumet également un cadre de partage d'expériences entre fêtières venus des 4 coins du monde. Retour sur le sol ivoirien à plus de 4000 km du Maroc. Après 72 heures de grève, les syndicats de la fonction publique ont rencontré leur ministre de tutelle. En première ligne, les revendications des fonctionnaires. Éric Goré. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration autour d'une table avec les syndicats des fonctionnaires et agents de l'État à la recherche des solutions durables. Après un arrêt de travail de 72 heures pour protester contre la nouvelle réforme de retraite arrêtée en 2012 et qui rentre en vigueur cette année. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que dans un délai pas trop lointain, qu'il n'y ait plus de journaliers dans la fonction publique. J'ai parlé aussi de la retraite, la pension de retraite qui fait beaucoup de bruit. Et à ce niveau-là, le gouvernement propose à la plateforme un forum. Et je pense qu'au sortir de ce forum-là, des solutions vont être trouvées. On a aussi parlé du stock des arriérés. Le gouvernement a une position connue des syndicats. Et je pense que là aussi, la porte n'est pas fermée. Pour le représentant des fonctionnaires, cette discussion est une lueur d'espoir pour des lendemains meilleurs. La première chose que je voudrais dire, c'est de remercier le ministre. Parce qu'un syndicaliste, son objectif n'a jamais été la paralysie. Quand il dépose un préavis de grève, c'est une interpellation forte pour dire nous voulons discuter. Et aujourd'hui, nous avons été reçus dans une ambiance conviviale. Des réponses sont annoncées sur certains points, d'autres points sont en suspens, mais la discussion continuera. Ce sont plus de 10 syndicats qui ont pris part aux échanges. D'autres rencontres sont prévues dans les prochains jours pour aboutir à un accord. Dans l'actualité judiciaire, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo va désormais se poursuivre sans elle et avec des avocats commis d'office. Accusée de crimes de guerre, l'ex-première dame a refusé de se présenter devant le juge aujourd'hui. Elle et ses avocats contestent ainsi contre la non-comparution de certains témoins. Herman Guivet était ce matin au tribunal. Cour d'appel d'Abidjan, calme plat, porte fermée. Pas de procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo. L'accusée n'a pas répondu présente ce matin. Pour quelle raison? Depuis le début, les avocats de Mme Simone Gbagbo ont dit qu'ils avaient un certain nombre de témoins à faire comparaître. On leur a dit très bien, faites-les comparaître. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas été capables de faire comparaître ces témoins, soit parce qu'ils ne les ont pas contactés, soit parce qu'ils ont fait des citations qui étaient toutes nulles, soit parce qu'ils n'ont pas respecté les dispositions du Code de procédure pénale en matière de citation. Donc on a constaté qu'ils étaient incapables de faire comparaître leurs témoins.
on a décidé de passer outre l'audition de ceux-là. Comme vous l'avez remarqué, elle n'a pas voulu se présenter malgré la sommation qui lui a été faite par un huissier. Que dit la loi dans ce genre de circonstances? À l'audience donc qui s'est ouverte sans elle, on a fait application de l'article 320 du Code de procédure pénale qui prévoit aussi cette situation, qui dit que si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, en ce moment, le président a le choix. Soit il décide de la faire comparaître de force, soit il estime qu'il n'est pas nécessaire qu'elle comparaisse de force. C'est cette deuxième option qui a été prise par le président. Il a donc ordonné qu'on passe outre au débat. Je voudrais qu'on retienne que tout ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui est vraiment dans le strict respect du Code de procédure pénale. Pour que les droits de la défense soient respectés scrupuleusement, comme le prévoit la loi, le président de la cour d'assises a commis d'office une demi-douzaine d'avocats pour qu'ils prennent connaissance du dossier et viennent défendre Simone Gbagbo, et ce, sans sa présence. Le palais de justice, lui, n'a rien perdu de son activité. Prochaine audience, renvoyée au 28 novembre 2016. Direction Bongouanou dans la région du Moronou pour la célébration officielle de la 20e journée nationale de la paix. Un moment pour chaque citoyen de passer en revue ses rapports avec autrui et contribuer à la préservation de la paix. Abou Sanogo. Grande mobilisation à la place de la liberté au quartier CFA. Bongouanou célèbre la 20e édition de la journée nationale de la paix. Élus, cadres et têtes couronnées du Moronou se sont mobilisés afin d'œuvrer davantage pour la préservation de la paix dans leur région. Et pour la célébration de cette édition, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a retenu pour thème une école citoyenne au service de la paix pour mobiliser la population, les acteurs nationaux et les partenaires autour de l'éducation et la formation scolaire des plus jeunes et sensibiliser les enfants sur les valeurs citoyennes indispensables au renforcement de la cohésion sociale et à la paix. Nous avons associé l'école pour que la paix soit apprise à nos enfants, à l'école, à l'église, dans tous les lieux de socialisation, afin de pouvoir perpétuer ces différents gestes qui constituent la paix, parce que nous avons vu que sans la paix, il n'y a pas de développement. Président à la rencontre, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué les efforts du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, puis a appelé la population à privilégier le dialogue. La violence est entrée dans l'histoire récente de notre pays par la porte de l'école. C'est aussi principalement donc par l'école, c'est-à-dire l'éducation des enfants et des jeunes, que nous devons œuvrer ensemble pour l'extirper de la société actuelle et de l'esprit des générations futures. En toutes circonstances, nous devons avoir le réflexe de mettre les intérêts généraux de la Côte d'Ivoire avant tout intérêt personnel ou partisan. Daniel Kablan-Duncan a par la suite été fait commandeur dans l'Ordre national du mérite de la solidarité et de la cohésion sociale. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, représenté par Aka Kofi, a également été distingué dans l'Ordre du mérite national de la solidarité. Des communes de l'État, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, des élus et cadres du Moronou ont été respectivement faits officiers et chevaliers de l'Ordre du mérite de la solidarité et de la cohésion sociale. Et nous vous proposons maintenant des réactions d'élus et cadres du Moronou et aussi de personnalités présentes pour cette cérémonie officielle. L'ONUCI a beaucoup travaillé dans les écoles, dans les universités, dans les grandes écoles pour contribuer à la promotion de la culture de la paix. Donc nous étions tout à fait honorés de prendre part à cette commémoration aujourd'hui, surtout pour témoigner de toutes les actions que l'ONUCI a menées comme contribution au retour de la paix et au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment très heureux que la Bongouanou soit la capitale de la Côte d'Ivoire au niveau de la paix. Et nous encourageons tous les Ivoiriens à aller à la paix. Les élèves, aussi bien que les encadreurs, nous ont montré l'importance du thème qui a été choisi. L'école, facteur de paix. Et nous voudrions vraiment profiter de l'occasion
pour féliciter Madame le ministre de la Solidarité. En célébrant la fête ici, c'était une occasion pour inviter les filles de cette région à renforcer la cohésion sociale dans laquelle ils sont engagés et que cela fasse tache d'huile sur l'ensemble du territoire. À Boaké, dans la région de Gbeke, les organisations non gouvernementales et la population ont mené de nombreuses actions en faveur de la paix à l'occasion de cette date symbolique de la Journée de la paix. Amadou Ouattara. La paix est un état de tranquillité de l'individu, du sujet. Ensuite, du point de vue des États, on pourrait parler de paix quand il y a une cessation d'hostilité pour une période de crise. Mais aussi, la paix est une situation de calme dans un groupe social. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent la paix retrouvée en tirant les leçons du passé. Quand 2002 arrivait, moi j'étais à Boaké. On entendait à chaque fois des crépitements. Et puis, à une journée où on entendait moins les crépitements, elle est venue vers moi et elle a dit « Papa, c'est fini ». Et quand elle a dit « Papa, c'est fini », je sentais que ma petite fille de 6 ans demandait la paix. Les dirigeants de la société civile continuent d'œuvrer pour la consolidation de la paix et pour le renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés. Le sport est le moyen le plus intéressant pour que les gens puissent se rencontrer, échanger, partager. Donc nous utilisons ce carnaval-là pour donner des messages de paix. Les autorités s'engagent à garantir une paix favorable à tout développement. Nous ne sortons pas d'une crise comme si nous sortons d'un dîner gala. Je voudrais donc dire que nous procédons à une éducation au civisme, au changement de comportement. Mais il revient à tous d'entretenir et d'enraciner la paix dans le pays. Toutes les actions individuelles et collectives doivent susciter la bonne ambiance et une paix durable pour emboîter le pas au sage qui dit, et je cite, « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Élection législative du 18 décembre prochain, le bureau politique de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, s'est réuni hier mardi. Le parti a annoncé la poursuite des discussions avec le RHDP pour une liste consensuelle. Ibrahim Tunkara et Hervé Blé. C'est un bureau politique convoqué d'urgence qui s'est réuni mardi avec un seul point à l'ordre du jour, les élections législatives du 18 décembre. Ce jeudi à 17h expire le délai fixé par la CEI, la commission électorale indépendante pour le dépôt des candidatures en vue de ces législatives. Mais contrairement au PDCI et au RDR, deux de ses alliés au sein du RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, l'UDPCI n'a jusque-là pas fait connaître la liste de ceux qui vont défendre ses couleurs au sein de l'alliance RHDP. Le bureau politique a retenu de cet important exposé du président du parti qu'il n'y a pas encore eu de consensus au sein du RHDP qui prenne en compte les attentes du parti et les ambitions légitimes de ses cadres. Demande au président du parti de poursuivre les discussions avec nos alliés du RHDP dans le sens d'obtenir la prise en compte des intérêts de l'UDPCI. Demande au président du parti, conformément à l'attitude qu'il a toujours observée et dans un esprit oufetiste, de poursuivre son engagement en faveur du rassemblement et de la cohésion du RHDP. Le groupe UDPCI compte 10 députés dans le Parlement sortant, sans doute que le parti aimerait en avoir plus dans la prochaine assemblée. Ce bureau politique a été également l'occasion pour la direction de l'UDPCI de féliciter les cadres et les militants du parti pour leur mobilisation lors des dernières consultations. L'UDPCI promet une nouvelle déclaration au plus tôt ce mercredi pour donner plus de précisions sur les discussions en cours avec ses alliés du RHDP et les candidats qui vont représenter le parti au scrutin du 18 décembre. La lutte contre les violences sexuelles imputées aux forces armées de Côte d'Ivoire porte ses fruits. En moins de 5 ans, le pays est passé de 478 à un seul cas. L'état-major des armées de Côte d'Ivoire veut cependant aller plus loin pour atteindre 0 cas. Soro Corona. Lors des conflits armés, les populations sont celles qui payent le lourd tribut. En plus de perdre la vie, le viol devient une arme redoutable.
Suite à la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire a été indexée par l'Organisation des Nations Unies comme ayant enregistré un grand nombre de violences sexuelles. D'où les instructions du président de la République Alassane Ouattara afin que cessent définitivement ces pratiques. Aujourd'hui, les résultats sont plus que satisfaisants. Vous l'avez entendu tout à l'heure. En moins de 5 années, nous sommes passés de 478 cas de violences sexuelles imputés aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux groupes armés à un seul cas de tentative de viol. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut être fière de ses avancées en matière de prévention des violences sexuelles au sein de ses forces armées. Les forces armées de Côte d'Ivoire, qui constituent le fer de lance de cette lutte permanente, ont mené une série d'actions telles que la sensibilisation de tous les éléments de l'armée, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des douanes et des eaux et forêts, la formation des hommes et surtout l'introduction de modules d'instruction dans les écoles militaires sur la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. La Côte d'Ivoire veut donc partager son expérience avec d'autres pays africains pour mettre fin à cette pratique. C'est là le sens de la conférence internationale sur la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit par les forces armées nationales en Afrique. Dans le domaine agricole, les producteurs de cajou d'Afrique du Sud du Sahara ont jeté ce matin les bases d'une plateforme. À l'instar des structures comme l'OPEP ou l'Organisation mondiale du cacao, les producteurs africains veulent se donner les moyens de peser sur les décisions au niveau de la filière cajou. La convention issue va être paraphée et signée par les chefs d'État des pays producteurs ce vendredi. Quant à la filière anacarde, elle est aujourd'hui porteuse de beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Avec une production de plus de 700 000 tonnes en 2015, le pays est le premier producteur mondial devant l'Inde, premier transformateur. Un mot de culture dans ce journal, la célébration du Nouvel An chez les Nzima Kotoko. Le mardi est jour sacré de l'Abissa. Les Nzima se sont retrouvés hier sur la place publique au programme de la danse et encore de la danse, mais à 4 heures du matin. Victorien Angoua. Le mardi est le jour sacré de l'Abissa, jour de la purification de l'Edombolé à partir de 14h30. Mais avant, il faut respecter tout un processus. Depuis 4 heures, le quartier France est animé. Le groupe Atchenkwasi en procession retrouve sur la place de l'Abissa le tam-tam sacré ou le dombolé. Le dombolé vient donc annoncer à 4 heures au peuple que mardi est un jour sacré. À cette occasion, il faut bénir la terre et tous ceux qui viendront à 14h30 pour assister à la première sortie du roi des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. L'Abissa aujourd'hui suscite tellement d'intérêt que les après-midi, c'est pratiquement toute la population de Bassam, toute la population de Côte d'Ivoire, jeunes femmes qui viennent à l'Abissa à 4 heures du matin. On permet donc aux vieilles femmes, à nos parents, pères, mères, on leur demande de venir danser l'Abissa avant les jeunes. L'Abissa à 4 heures est réservé aux Nzima en particulier. Le président de l'association Abissa, Jean-Baptiste Amicha, n'a pas voulu rater l'événement. Avec lui, le président de la commission finance, Jérôme Ayua, et plusieurs Nzima ont pris part à ce que l'on pourrait assimiler à une mise en jambe en attendant la sortie du roi. Dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur l'intention de la Russie de ne pas devenir membre du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. En 2000, Moscou avait signé ce traité, mais elle ne l'avait jamais ratifié. Le pays reproche notamment son manque d'indépendance à la CPI. Sylvie Touré. La Cour traverse un sale temps, a réagi Kaba Sidiki, président de l'Assemblée des États partis, à l'annonce du retrait de sa signature par la Russie. Moscou reproche à la Cour pénale internationale son manque d'indépendance. La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle et n'est jamais devenue une institution véritablement indépendante et faisant autorité en justice internationale.
De fait, en 14 ans d'activité de la CPI, elle a seulement prononcé 4 verdicts, en dépensant malgré cela plus d'1 milliard de dollars. Cette décision fait suite à l'annonce de la CPI fin janvier d'ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008. Moscou reproche à la Cour de se focaliser sur les crimes présumés commis par ces milices et celles des Ossètes en ignorant les exactions des troupes géorgiennes. Autre grief à l'origine de ce retrait, la question de la Crimée. C'est une démonstration politique. Cela est lié à la décision de la Cour pénale internationale de reconnaître l'annexion de la Crimée comme un épisode lié à un conflit armé international. C'est évident qu'il y aura un procès à La Haye concernant la Crimée et peut-être concernant l'Est de l'Ukraine. La Russie ne veut pas y participer. Mais encore, le pays tient à sa souveraineté, limitée par les obligations internationales. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a déploré cet acte. Malgré les titres de presse sensationnels, ceci n'est pas une crise, mais un pas en arrière dans notre effort commun vers un monde plus juste et plus en paix. La Russie, qui n'était pas membre de la CPI, car n'ayant jamais ratifié le statut de Rome, retire donc sa signature et rejoint ainsi la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi. Voilà, merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.